Juste réélu évoque le pire jour de sa présidence. Ce 14 décembre 2012, un homme vient d'ouvrir le feu dans une école du Connecticut, tuant 26 personnes, dont 20 enfants âgés d'à peine 7 ans. L'un des pires massacres jamais commis dans un établissement scolaire. Il horrifie l'Amérique et consterne le monde entier. La réponse n'a pas tardé. Le président américain l'a dévoilée aujourd'hui lors d'une annonce solennelle. Écoutez. Le Congrès devrait rétablir l'interdiction sur les fusils d'assaut de type militaire et faire en sorte qu'il y ait une limite à 10 balles pour les chargeurs de ces armes. Le type d'arme utilisé dans une guerre, par exemple, comparé à des chargeurs de grande capacité, n'a qu'un seul but, tirer le plus de munitions possible, le plus rapidement possible, faire le plus de dégâts possible avec des balles prévues pour. C'est ce qui a permis aux tireurs d'Aurora de tirer sur 70 personnes, et d'en tuer 12 en quelques minutes. Les armes prévues pour un théâtre de guerre n'ont pas leur place dans un cinéma. L'interdiction des armes d'assaut, c'est l'une des mesures annoncées donc par Barack Obama, des propositions qui s'inspirent des recommandations formulées par son vice-président Joe Biden. Et ce alors qu'une nouvelle fusillade s'est produite encore hier devant un établissement scolaire dans le Kentucky, cette fois comme un ultime geste de défiance envers les autorités. C'est dire si le sujet est d'une actualité brûlante. Faut-il parler d'addiction à la violence? Y a-t-il une malédiction américaine en la matière? Et la réponse de Washington est-elle à la hauteur du problème? Voici à quelques-unes des questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes invités ici en plateau. Amy Green, bonsoir. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste de politique américaine, de politique étrangère et auteur de L'Amérique après Obama aux éditions Autrement. Également à nos côtés, Guy Millière, universitaire, géopolitologue. Bonsoir Guy Millière, auteur du Désastre Obama, un livre évidemment au titre évocateur. On a compris comment vous vous positionnez du moins sur la présidence américaine actuelle. C'est aux éditions Tatami. Didier Combeau, lui, est spécialiste des États-Unis, auteur des Américains et des armes à feu, démocratie et violence aux États-Unis. C'est le titre d'un de vos ouvrages aux éditions Belin, paru en 2007. Bonsoir. Et puis également avec nous en direct de Washington, nous avons le plaisir d'avoir Eric Lissan, avocat américain, expert juridique. Je précise que vous êtes également ancien procureur d'État et du gouvernement fédéral américain. Merci d'être avec nous pour ce débat. Alors je vous le rappelle, des propositions, 23 au total pour les mesures réglementaires et puis également, on l'a entendu, l'interdiction des armes d'assaut, la limitation de la capacité des chargeurs ou encore une vérification systématique des antécédents des acheteurs. Amy Green, c'est un vrai changement d'après vous pour les États-Unis? Oui, tout à fait. On a constaté qu'après la tuerie à Newtown dans le Connecticut, effectivement, il y a un certain élan derrière la volonté de changer le rapport entre les Américains et les armes. Après, c'est un premier pas. Après, il y a beaucoup de contraintes politiques, même dans la société américaine, qui peuvent effectivement empêcher l'adoption des propositions, des lois et ces plutôt pas des executive orders, mais la loi de toute façon. Les décrets présidentiels, executive orders. Donc c'est un grand premier pas, mais ce n'est pas à 100% fait. Il y a maintenant une bataille à mener pour faire adopter cette proposition. Ah oui, il y a Barack Obama qui se dit prêt à agir par décret, sans passer donc par le Congrès, mais il en appelle aussi au Congrès. Eric Lissan, qu'est-ce qui est de son ressort, strictement, celui du président, et puis pour quelles mesures dépend-il du Congrès? Alors, le Congrès, c'est vraiment le clé, parce que c'est pour ça que ce n'était pas fait avant maintenant, parce que politiquement, c'est tellement sensible que tout le monde a peur de le gros lobby, the National Rifle Association, que personne vraiment ose faire quelque chose. Sans le Congrès, il peut faire des petites mesures par executive order, comme était dit, mais pour interdire les grosses armes et les grosses chargeurs, il faudra là le Congrès. Et ça, c'est la grande difficulté. Clinton l'a essayé en 1994 avec un peu de réussite, mais après, il y a eu quand même des conséquences, même pour lui. Et c'est ça qu'il faut regarder. Le droit au port d'armes, Didier Combeau, est protégé par le deuxième amendement de la Constitution. C'est ce qui pose notamment problème. Ça représente quoi concrètement pour les Américains? Et ce second amendement, aujourd'hui, est-il mis en péril par ces décisions de Barack Obama, si elles sont évidemment traduites et transcrites dans la loi américaine?
Oh non, je ne pense pas qu'il soit mis en péril. C'est pas de cette manière-là que va se poser le problème. Le problème est de savoir si les mesures qui seront adoptées à la suite de la demande d'Obama, peut-être adoptées, on ne sait pas d'ailleurs, est-ce que ces mesures seront contraires à la Constitution? Alors, le second amendement à la Constitution, il a été très débattu au cours des 50 dernières années, depuis les années 60. Il est assez ambigu dans son libellé, puisque il dit que les Américains ont le droit aux armes, mais dans le cadre de l'entretien d'une milice, c'est-à-dire d'une armée de conscription qui permettait à l'époque de l'adoption de cet amendement, en 1791, qui permettait aux États fédérés d'entretenir une armée et donc de pouvoir faire le poids face à une armée professionnelle qui aurait été entretenue par le gouvernement fédéral. Alors, cet amendement, donc, il a un libellé un petit peu ambigu, et c'est la Cour suprême aux États-Unis qui interprète la Constitution. Elle s'est prononcée une seule fois au cours du XXe siècle sur cet amendement, en 1939, et l'arrêt qu'elle a pris était lui aussi extrêmement ambigu. Mais elle s'est saisie de cette question il y a fort peu de temps. Elle s'en est saisie en 2008 et en 2010. Et l'arrêt de 2008 est très important parce qu'il confirme que le second amendement à la Constitution ouvre bien un droit aux armes pour les Américains. Mais il dit aussi qu'il n'est pas interdit de réglementer certains types d'armes parce qu'elles sont particulièrement dangereuses et inhabituelles. Et peut-être que les armes d'assaut font partie de cette catégorie. Alors justement, Guy Millière, ce deuxième amendement, cette liberté pour les Américains de détenir une arme, ce droit est battu en brèche, d'après vous, aujourd'hui, par ce qu'a annoncé Barack Obama? Il n'est pas véritablement battu en brèche, mais il y a effectivement au sein de la gauche américaine et au sein du Parti démocrate des gens qui voudraient battre en brèche le deuxième amendement. Mais je pense que la population y est très attachée. Il y a une tradition politique américaine qui est très différente de celle que l'on a dans le contexte européen. Dans le contexte européen, on a tendance à avoir confiance en l'État, en le gouvernement. Aux États-Unis, on a une défiance vis-à-vis du gouvernement. On a toujours l'idée que le gouvernement peut devenir tyrannique. Et le deuxième amendement est là précisément pour donner les moyens à la population de se prévenir du risque que le gouvernement puisse devenir tyrannique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et les mesures qui viennent d'être prises, à mes yeux, ne vont pas régler fondamentalement les problèmes qui se posent actuellement. Alors justement, on va en parler de l'efficacité de ces mesures dans un instant. Éric Lissane, à Washington, d'après vous, dans la bataille qui va se dérouler dans les prochains jours, voire les prochaines semaines au Congrès, même si le président Barack Obama, si on a bien compris, souhaiterait voir adopter une loi d'ici la fin janvier, donc ça veut dire que c'est très proche. Vous pensez que l'argument constitutionnel va être soulevé par les républicains? Ça, c'est un argument qui est toujours soulevé parce que ça fait partie presque d'une idéologie qui est montée. Mais ce n'est pas une question vraiment, comme était dit, le second amendement ne va pas être mis en question là. Toutes ces mesures qui étaient proposées par le président aujourd'hui peuvent être mis en place sans vraiment des soucis constitutionnels. Donc, il y aura derrière le second amendement, il y a une certaine philosophie. Ça va être soulevé, c'est sûr, que, comme était expliqué, que le gouvernement ne doit pas être tyrannique. Le seule vraie défense contre une tyrannie, c'est des armes. Et il y aura toujours ça. Ça, c'est la polémique de la National Rifle Association. Et ça, c'est sûr qu'on va l'entendre. Alors, la National Rifle Association, justement, la NRA, le fameux lobby pro-armes anticipant l'annonce faite par Barack Obama aujourd'hui, a fait circuler ces derniers jours un spot qui dénonce l'avantage dont bénéficieraient les filles du président par rapport au commun des mortels. Une vidéo qui entend souligner la prétendue hypocrisie de Barack Obama sur la question des armes à feu. Regardez. Are the president's kids more important than yours? Then why is he skeptical about putting armed security in our schools when his kids are protected by armed guards at their school? Mr. Obama demands the wealthy pay their fair share of taxes, but he's just another elitist hypocrite when it comes to a fair share of security. Protection for their kids and gun-free zones for ours.
On est habitué aux États-Unis à des clips de campagne, alors quand il s'agit de campagne présidentielle évidemment, mais plus généralement des publicités choc. Amy Green, comment vous réagissez à cela? C'est un peu dommage cette publicité, mais c'est pas du tout étonnant. Ce qui est frappant chez le NRA, par exemple, comme d'autres lobbies, mais surtout le NRA, c'est qu'ils réussissent à se positionner comme persécutés, comme de victimes des attaques de l'extérieur vis-à-vis de leur idéologie. C'est une agence qui détient des lobbyistes, des fermes de lobbyistes qui mettent en marche au sein du Parti des démocrates, des législateurs républicains aussi. Donc, ils dépensent énormément d'argent, ils dépensent 10 fois plus d'argent que les groupes qui sont pour le contrôle aux armes. Donc, on constate que c'est une puissance véritable avec 4 millions de membres d'Américains. Et donc, ce qui est frappant, c'est cette organisation extrêmement bien organisée, mobilisée et puis bien dotée de financement et aussi de pouvoir politique, mettre ce genre de publicité qui, effectivement, est tout à fait regrettable. Alors le discours, évidemment, que sous-tend cette publicité, c'est l'idée que le président américain se met du côté, évidemment, des plus démunis en pointant les plus riches quand il s'agit, évidemment, d'augmenter les impôts et de réduire les dépenses. Mais pour ce qui est de sa protection personnelle, eh bien là, clairement, lui a droit à des hommes en armes. La Maison-Blanche parle d'une vidéo répugnante et lâche. Guy Milliard, vous en pensez quoi, vous ? Moi, je pense que c'est une vidéo qui est tout à fait adéquate. Elle pointe du doigt quelque chose qui est un problème réel, qu'on ne veut pas regarder. La société américaine est ce qu'elle est, mais c'est un fait que la quasi-totalité des tueries qui ont eu lieu ces derniers mois, ou ces dernières années, ont eu lieu dans des gun-free zones, c'est-à-dire dans des zones où les armes sont interdites. Et il y a une dimension rationnelle chez un certain nombre de criminels, même si certains sont dérangés mentalement, et ils préfèrent se rendre dans un endroit où ils ne risquent pas de se faire tirer dessus, où il ne risque pas d'y avoir de riposte, que dans un endroit où il peut y avoir une riposte. Et c'est vrai que les écoles où se rendent les enfants comme les enfants du président sont des écoles où il y a des gardes armés, alors que des écoles comme l'école de Sandy Hook n'ont aucun garde armé, ce qui fait que même si la police met 10 minutes à répondre, c'est 10 minutes de trop pour tous ceux qui vont être tués. Vous êtes d'accord, Didier Combaud, sur le fait que la plupart de ces massacres ont lieu effectivement dans ce que Guy Milliard appelle des gun-free zones, des zones sans armes à feu finalement, et que c'est peut-être de là que vient le problème? C'est possible. C'est pas quelque chose que j'ai étudié en détail. Donc je ne peux pas vous donner une réponse Il n'y a pas de corrélation établie. Il faut savoir que les gun-free zones, c'est là où justement il risque d'y avoir des fusillades. Donc il n'est pas étonnant que la plupart des fusillades aient aussi lieu dans des gun-free zones. Où il n'y a pas de protection en fait policière. Notamment, il n'y a pas de protection immédiate où les gens ne sont pas armés, en fait. Voilà, oui, bien sûr. Ça peut être un choix pour des désaccès, effectivement, lorsqu'ils veulent faire une fusillade. C'en est un. Pour la tuerie de Aurora, il avait tout un ensemble de cinémas autour de chez lui, et il a choisi le seul cinéma où on n'avait pas le droit d'entrer avec des armes. Enfin, ce qu'il faut comprendre lorsqu'on dit ça, c'est que dire ça, c'est une manière de dire si on désarme les gens, eh bien, il va y avoir plus de violence et c'est plus dangereux. Alors, pour bien comprendre ça, il faut quand même comprendre qu'aux États-Unis, le débat ne se présente pas du tout dans les mêmes conditions qu'il se présenterait en Europe, par exemple. Parce qu'aux États-Unis, il y a une prolifération des armes à feu, déjà. Donc, effectivement, ce genre d'argument peut être porteur pour les gens. Chaque fois qu'il y a une fusillade, il y a ceux qui vont dire c'est dangereux, il faut maintenir les armes hors de portée du public. Et puis, il y a ceux qui vont dire non, au contraire, puisque c'est dangereux, il faut qu'on puisse s'armer. En tout cas, un certain nombre d'États ont décidé de légiférer, qui ont d'ailleurs inspiré ces mesures prises par le gouvernement fédéral. En témoignent ces dernières mesures adoptées hier par l'État de New York, qui ont fait la loi la plus stricte du pays. Écoutez le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo. Je suis fier d'être New-Yorkais parce que New York fait quelque chose. Parce que nous réagissons. Parce que oui, nous avons vécu plusieurs tragédies. Oui, à plusieurs reprises, de nombreuses personnes innocentes ont perdu la vie. Et oui, c'est malheureux qu'il y ait eu toutes ces tragédies pour qu'on en arrive là. Mais au moins, apprenons de ce qui s'est passé. Soyons capables de dire oui, nous avons dû surmonter des situations terribles. Mais nous avons vu, nous avons appris. Nous avons été responsables, nous avons agi. Et nous réagissons. Nous ne sommes pas des victimes. Et à la suite de l'État de New York, le Delaware, le Maryland et également l'État du Connecticut réfléchissent à une législation plus stricte. Éric Lissagne, il y a des différences très fortes finalement entre le nord et le sud du pays, entre les côtes et le centre, sur la question des armes à feu, des différences culturelles fortes. Et puis également, je voudrais que vous réagissiez à ce qu'on a dit sur ces gun-free zones et le fait qu'elles peuvent aussi favoriser ce type d'actes et ce type de fusillade.
Il y a certainement beaucoup de gens qui pensent ça, et c'est vrai aussi qu'il y a une division culturelle. Ça correspond un peu à la géographie, à la politique surtout, et à des conditions d'existence. Normalement, on trouve dans les grandes villes, justement, les gens qui disent écoute, c'est pas possible que tout le monde est armé, on veut pas vivre comme ça. Mais hors de les grandes villes, dans les paysages, dans les régions qui sont plus éloignées des centres de ville, les gens, ils ont beaucoup plus tendance à dire, écoutez, pour faire ma propre défense, il n'y a qu'une seule réalité, et c'est ça qu'il faut être armé. Sinon, on n'est pas en sécurité. Ça veut dire, d'après vous, que ces mesures du gouvernement Obama seront davantage comprises par une partie du pays, en l'occurrence les côtes et le nord, que par le sud? Il risque d'y avoir des résistances fortes, d'après vous? Il y a certainement des résistants forts. D'abord, il y a une organisation, comme nous avons parlé, la National Rifle Association. Il ne faut pas du tout trop leur estimer. Pour les dernières 20 ans, ils ont mené une stratégie qu'on peut dire presque radicale, mais ils ont toujours eu un énorme succès avec ça. Donc, c'est une combination de leur efficacité, de la simplicité de leur message, leur idéologie, et le fait qu'il y a des gens qui vraiment pensent qu'il faut absolument avoir une arme à côté d'eux. Derrière tout ça, il y a le Second Amendment qui est impliqué sur l'histoire des États-Unis, que voilà, il y a des interprétations divergentes, mais le Cour suprême, en 2008, a dit ça appartient à un individuel qu'il a un droit à porter une arme. Bon, il y a beaucoup de questions après, mais c'est une sorte de culture war. C'est sans question que c'est quelque chose de très divisant, que même s'il y a une majorité des Américains qui pensent qu'il faut régler plus les armes, il y a un grand pourcentage, même s'ils ne sont pas majorité, qui pensent très très fortement qu'il ne faut pas le faire. Amy Green, d'après vous, on va donner tout de suite un résultat de 2 sondages qui sont sortis aujourd'hui et puis également en début de semaine qui montrent qu'une très large majorité d'Américains soutiennent l'interdiction de ces armes d'assaut. Pour vous, il va y avoir néanmoins un travail à faire pour convaincre les États du Sud. Est-ce que les États peuvent se rebeller contre l'État fédéral sur cette question-là? Ce n'est pas tout à fait seulement les États du Sud, parce qu'il y a de la division partout dans le pays. On peut constater qu'aujourd'hui, il y a presque aucun républicain dans le Congrès qui soutiennent aux propositions de Barack Obama, d'autant plus qu'ils sont en train de négocier sur d'autres choses, de la falaise fiscale, au moins la suite de la falaise fiscale, l'aide à apporter suite à l'ouragan Sandy, donc ils sont préoccupés par d'autres choses. Il peut y avoir un grand marchandage, d'après vous, entre la falaise fiscale et puis cette réglementation d'armes pour essayer à chacun de sauver la face? Je pense que de toute façon, les enjeux secondaires, si je peux, des enjeux sur l'agenda déjà, vont faire en sorte que les hommes et les femmes politiques ne vont pas dépenser de capital politique forcément maintenant pour faire pousser le leadership républicain au sein du Congrès. Du côté démocrate, on peut voir avec le président du groupe démocrate dans le Sénat, Harry Reid, lui-même, il est opposé à certains des propos de Barack Obama. Un élu du Nevada, il faut le rappeler. Sénateur du Nevada, donc un État quand même qui est peut-être aussi culturellement plus favorable au port d'armes à feu. On va y revenir dans un instant. On s'interrogera notamment dans la deuxième partie du débat sur l'efficacité de ces mesures. Mais d'abord, une courte pause, la publicité. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous.